Fatoumata Kébé, je suis vraiment ravie de vous rencontrer, surtout après la lecture de votre livre, La Lune est un roman. Alors, je voulais commencer parce que je sais que vous êtes astronome, vous êtes astrophysicienne, mais quand je lisais le livre, j'avais l'impression d'être en train de lire aussi l'histoire d'un rêve, d'une passion. Et je crois que ça a commencé pour vous quand vous étiez vraiment très, très jeune, quand vous aviez 8 ans, c'était ça? C'était ça, oui, à peu près. En fait, c'est un bouquin, et enfin, une partie d'une encyclopédie qui avait Mhm. une astronomie, avec de très belles images. Et c'est vrai que je m'étais dit que j'aimerais travailler avec ces objets célestes dans le futur. Donc, ça a démarré comme ça. Mhm. Et pourquoi est-ce que vous croyez que vous avez été aussi fasciné par des images? C'était quoi? C'était des étoiles? C'était quoi que vous avez vu? C'était des images de planètes surtout. euh, Mhm. et même l'histoire des planètes et enfin, le fait de se dire que c'est au-dessus de nos têtes, c'est tout ça en fait qui m'a beaucoup intriguée et qui m'a donné envie d'en savoir plus sur ça. Non, je disais du coup que c'était des images de planètes surtout qui m'avaient beaucoup touchée. Et aussi le fait de me dire que c'était au-dessus de nos têtes et très très loin. Et du coup, je me suis dit, bah, j'aimerais passer ma vie à regarder vers le ciel et connaître plus en fait sur ce qui nous entoure. Et vous avez su quoi faire? Parce que quand vous dites à la maison, je crois que je veux faire ça, est-ce qu'on vous a tout de suite dit, ah parfait, c'est une super bonne idée? Est-ce que ça les a surpris? Comment ça s'est passé? Non, c'est passé comme une lettre à la poste en fait. Enfin, on dit, enfin, parce que comme je suis une enfant, donc ils se disent, oui, bon, on a dit ça aujourd'hui, on verra demain. Donc ils m'ont laissé en fait, il n'y avait pas de. Voilà. C'est comme si j'avais dit que je ferais un autre métier, je ne sais pas, chanteuse, je pense que ça aurait été la même réaction. Alors, je voulais vous demander, parce que je crois que vous avez travaillé, j'avais vu une petite interview qu'on vous avez fait il y a 5 ans, et vous expliquiez que vous étiez une femme de ménage de l'espace. Et ça m'a fait rigoler, mais en fait, c'est vrai que vous avez travaillé avec des débris spatiaux, pardon. Alors c'est vrai que quand j'ai dit ça, c'était une blague aussi, c'était pour faire rire autour de moi. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que maintenant, au lieu de m'appeler astronome, les gens vont m'appeler femme de ménage, hein, en fait. Ah, Ouais. Et c'est pardon. non, non, pas de souci, mais en fait, c'est ça que je me suis rendu compte que malheureusement, il y a des blagues que je ne peux pas faire parce que sinon, ça va me coller à la peau, en fait. Donc, c'est très dommage. Mais sinon, à part ça, concernant les débris spatiaux, c'est vrai que bah, c'est une forme de pollution qui est autour de notre Terre. Mhm. Et comment est-ce que vous vous en occupez? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces débris? Alors, il y a beaucoup de choses à faire avec les débris spatiaux. Il y a connaître leur comportement dans l'espace, pardon, en combien de temps ils rentrent, euh, les risques qu'ils rentrent en collision avec des satellites qui sont en mission, aussi le risque qu'ils rentrent sur Terre, en combien de temps. Enfin, il y a énormément de choses. Et aussi de l'autre côté, c'est faire des blindages pour les satellites pour être sûr que même s'il y a un débris qui tombe dessus, que le satellite soit le moins impacté possible. Et de l'autre côté aussi, c'est s'assurer de nettoyer l'environnement autour de la Terre à un moment donné. Parce que là, on a vraiment des millions de débris. Et avec le temps, en fait, ça ne fait qu'augmenter. Mhm. Là, je pense à ce que vous venez de me dire, des blagues que vous ne pouvez pas faire. Je voulais parler de ça justement avec vous un peu plus tard, mais puisque le sujet s'est présenté maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour une femme de faire cette profession que pour un homme, je crois, encore, malheureusement. Et vous parlez dans votre roman, vous dites que c'est une espèce de club privé où il y a 90% d'hommes et que 10% de femmes encore en 2020. Alors, c'est vrai que c'est assez particulier parce que là, je prends l'exemple, par exemple, des astronomes. Donc, il y a quand même pas mal de filles, hein, de femmes, pardon, qui font une thèse d'astronomie. Mais après, en fait, on voit qu'il y a un fossé entre le nombre de femmes qui ont une thèse d'astronomie et le nombre de femmes qui vont occuper un poste de chercheur. Et en fait, dû au fait qu'après la thèse, il faut aller à l'étranger, faire des CDD, enfin, des contrats temporaires, soit au Brésil, soit aux États-Unis, Allemagne, etc. Et en fait, les femmes qui arrivent à la trentaine vont avoir la problématique de fonder une famille et d'être en mesure en fait d'avoir un tel rythme en sachant que après la thèse, en moyenne, on va dire qu'il faut au moins 4 5 ans, voire plus, pour obtenir un poste. Et c'est là où les femmes décrochent malheureusement. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas encore beaucoup de femmes euh, qui sont vraiment chercheurs permanents dans le domaine de l'astronomie.
mais les chiffres augmentent dans le domaine du spatial et de l'astronomie. C'est juste que ça prend peut-être un peu beaucoup de temps, mais ça avance. Heureusement. Oui. Écoutez, La Lune est un roman. Qu'est-ce qui vous a porté à écrire ce livre? Et surtout, j'ai beaucoup aimé le fait de parler de roman quand on parle de la Lune. Alors, c'est vrai que, il y a quelques années, je voulais écrire un livre, mais bon, je savais que pour écrire un livre, il faut un éditeur, etc. Donc, j'ai mis l'idée de côté et c'est vrai que c'est Slatkin et compagnie qui m'a contactée pour ce projet. Et là, j'étais très heureuse parce que du coup, j'étais accompagnée pour mener à bien ce projet. Et pourquoi un roman? C'est parce que la Lune, c'est pas seulement un objet d'étude scientifique. La Lune, c'est plein de choses. La Lune, elle est dans nos contes, elle est dans nos mythes, elle est dans des croyances. En fait, c'est un astre qui est tellement riche dans plein de domaines qu'on ne pouvait pas la limiter en fait aux missions Apollo, par exemple. Et donc, Mhm. comme je dis, la Lune est un roman parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et même encore aujourd'hui, avec le retour vers la Lune prévu par la NASA en 2024, on se rend compte encore une fois qu'il n'y a pas que le côté scientifique et politique en fait, qui fait qu'on a cet attrait pour ce satellite. En fait, vous dites au début, la Lune, elle a toujours été là. Pour les êtres humains, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que, en gros, durant toute l'histoire humaine, la Lune était présente, tandis que les planètes qui sont dans le ciel, ce sont des petits points en fait. Et on ne pouvait pas forcément savoir que c'était une planète. Mais la Lune, on savait tous que c'était la Lune. C'est pour ça que je trouve qu'elle est vraiment riche, parce que vraiment, c'est un héritage qui est partagé par tout le monde. Oui, en fait, vous parlez de plusieurs civilisations, de différentes mythologies qui parlent de la Lune et pour qui leur histoire est vraiment liée à l'histoire de la Lune. Exactement, mais je pense que si on avait la possibilité de le faire pour chaque pays, on trouverait forcément au moins un récit où la Lune apparaît. Mhm. Vous dites que pour connaître notre histoire, il faut qu'on connaisse aussi l'histoire du ciel, qu'on sache le contempler, parce qu'en fait, avec les étoiles, c'est un peu notre famille aussi. C'est ça, on est à plus de 90% de poussière d'étoiles. Et donc, du coup, il y a une nécessité de comprendre comment ces étoiles naissent, de connaître tous les processus en cours en fait, dans la vie d'une étoile. Mhm. Écoutez, je dois avouer, quand j'ai ouvert le livre, j'avais peur de ne pas comprendre de certaines choses, mais au contraire, je suis ravie. J'ai appris tellement de choses et c'est quelque chose que je trouve super dans votre livre, c'est que c'est un livre très accessible. On va apprendre beaucoup de choses, mais on comprend tout. Il faut faire parfois peut-être un petit effort, mais pas un grand effort. Et à la fin du livre, quand on le ferme, on se dit qu'on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Vous dites aussi que la Lune, elle est toujours là, mais il y a tellement, tellement de connaissances qu'on ne connaît pas en fait. Exactement, même le scénario de formation de la Lune, il y a encore des zones d'ombre aujourd'hui. Il y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Enfin, il y a beaucoup d'inconnus. Même si on connaît maintenant pas mal de choses, il y a toujours beaucoup d'inconnus. Et aussi, les missions Apollo ont rapporté à peu près 380 kg de roches lunaires, ce qui est très peu en fait. Et donc, du coup, on n'a pas vraiment pu étudier de manière assez approfondie ces morceaux de Lune. Et forcément, on a besoin de retourner vers la Lune pour pouvoir vraiment faire une étude plus poussée, et en sachant qu'aujourd'hui, on a des instruments d'études qu'on n'avait pas à l'époque des missions Apollo. En fait, vous nous racontez un peu, l'histoire de la Lune est encore un peu inconnue et il y a eu plusieurs thèses sur qu'est-ce qui s'est passé. Oui, et ça montre bien en fait à quel point les chercheurs, etc., sont créatifs. C'est qu'à l'époque où certaines théories ont été émises, on n'était jamais allé sur la Lune, on n'avait pas de morceau de Lune, on n'avait rien en fait de factuel, de concret pour nous aider en fait. Et ils ont quand même essayé d'élaborer des théories pour essayer de comprendre en fait pourquoi elle est là, à cette distance, cette forme-là, etc. C'est un peu, je crois, la faute de la Terre, non? Il y a eu une collision. Est-ce que cette thèse reste la plus vraie pour l'instant? Oui, la thèse la plus posée par rapport à la formation de la Lune, c'est donc la collision de la Terre, donc, qui était en cours de formation, avec un autre objet céleste qui s'appelait
Theia, qui avait la taille de Mars. Et en fait, cette collision où Theia va être complètement détruite va permettre de former avec les restes, les débris naturels, la Lune avec le temps. Mhm. Et là, vous avez même la possibilité de nous raconter un peu. On a l'impression de pouvoir se promener un peu parce que vous nous guidez à travers du paysage lunaire. J'essaye en tout cas, surtout que comme la Lune vraiment elle est observable par nous tous, au moins je me dis que quand les gens regarderont la Lune après avoir lu le livre, ils vont mieux la connaître, ils vont mieux la comprendre et surtout peut-être que ça va faire émerger des questions qui ne se posaient pas avant par rapport à leur place dans l'univers ou par rapport à la présence de la Lune, quoi. Parce qu'elle a des impacts sur la Terre, notamment par rapport aux marées. Et de le comprendre, de mieux comprendre ce processus, je pense que c'est une manière aussi de se rapprocher un peu plus des sciences de l'astronomie. Et vous partez aussi de l'hypothèse, qu'est-ce qui se passerait sur la Terre si la Lune n'existait pas? Ce serait la catastrophe un peu. Exactement, parce qu'en fait, la Lune, elle a joué vraiment un rôle de stabilisateur pour la Terre. Et je trouve que aussi, pareil, le fait de le savoir, on se dit que quand même, il y a des choses qui ont vraiment été faites pour qu'on puisse être là, quoi. Mhm. La Lune, elle a servi aussi comme mesure du temps. Oui, et dans plusieurs civilisations, parce que la Lune, bon, elle a un cycle qui dure 29 jours et demi, on va dire, Mhm. et est facile pour un être humain de reconnaître. En plus, ces phases sont faciles à discerner, le premier croissant, le premier quartier, etc. Tandis que le Soleil, c'est un cycle qui est sur 365 jours, 365,25 jours. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, la Lune, on la retrouve encore comme maîtresse du temps, notamment dans le calendrier musulman, qui est un calendrier qui est lunaire. Mhm. De toutes les histoires que vous racontez, de toute la mythologie, est-ce qu'il y en a une qui est votre préférée? Est-ce que vous avez eu du mal, j'imagine, parce qu'il y en a tellement que vous avez eu du mal à choisir ce qui restait dans le livre et ce qui ne restait pas dedans? Alors, j'aime toutes ces mythologies parce que je trouve qu'elles ont chacune, de voir la créativité en fait de chaque peuple, je trouve ça super intéressant. Et comment j'ai fait mon choix, c'est vrai que je me suis dit, bah, voici les thèmes que je veux traiter dans le livre. Quelle mythologie permet d'expliquer en fait ce fait scientifique sur la Lune. Donc c'est comme ça que j'ai choisi. Mhm. Et en fait, il y a aussi beaucoup d'éléments littéraires dans votre livre aussi, parce que la Lune n'a pas été seulement l'intérêt de scientifiques, mais aussi de beaucoup d'hommes de lettres. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Aussi exactement, et d'ailleurs c'est plus ou moins le sujet de mon deuxième livre. Et on se rend compte en fait que la Lune, elle a beaucoup inspiré, que beaucoup de gens ont imaginé des voyages sur la Lune et ce qu'on pourrait y trouver. Et pareil, en fait, c'est une manière de montrer aux gens, regardez comment la Lune a inspiré. Elle est dans des textes qui datent d'il y a des centaines d'années. Donc ça montre bien en fait qu'elle a vraiment une présence assez forte dans l'histoire de l'humanité. Mhm. Et en fait, dans des romans de Jules Verne, mais aussi dans Tintin, quand j'étais petite, je lisais Tintin, je voulais aller sur la Lune moi aussi. Exactement. Et je suis sûre que c'est très connu en fait, le voyage vers la Lune. Mhm. Vous avez parlé d'un deuxième livre, Oui, c'est mon deuxième en fait. C'est ça. Lettre à la Lune. C'est ça. Et en fait, j'ai repris en fait, j'ai choisi des textes qui parlaient où la Lune apparaît comme personnage ou dans une autre position, on va dire. Et c'était de montrer en fait comment la Lune avait inspiré, soit dans des chansons, dans des textes, dans des romans. C'est vraiment, montrer en fait la pluralité en fait de ce qu'on peut faire avec la Lune. Donc, quand on vous a proposé de faire un livre, c'était depuis le départ la Lune. Ça ne pouvait être que la Lune. Pour moi, oui, parce que pour moi, la Lune, elle est accessible. On y est déjà allé. C'est 3 Mhm. jours de voyage, si je peux me permettre. Tandis que Mars, pour moi, c'est beaucoup trop lointain, c'est beaucoup plus de risques, beaucoup plus compliqué. Tandis que la Lune, je sais que c'est un objectif qu'on peut mener à terme, qui est clairement accessible. Je crois que vous avez le rêve d'aller sur la Lune ou au moins dans l'espace. Oui, après, aller sur la Lune, ce serait le numéro un, mais on verra si je réussis la sélection d'astronautes de l'Agence spatiale européenne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait pour devenir astronaute? Alors, il y a donc le meilleur chemin, c'est donc de passer, en tout cas dans mon cas en tant que Française,
C'est la sélection d'astronautes de l'Agence spatiale européenne. Et il faut avoir un diplôme scientifique, être soit pilote, soit chercheur, par exemple, ou ingénieur. 3 ans d'expérience professionnelle. Je sais que pendant le concours, il y a des tests psychotechniques, des rencontres avec des psychologues, des tests médicaux qui sont très, très poussés. Voilà ce que j'en sais. Après, le reste, je ne sais pas parce que, enfin, ce que j'avais lu quand ils avaient recruté la dernière fois, c'est que les candidats, les derniers étaient tellement bons que choisir entre eux, c'était vraiment, vraiment enfin, très, très difficile. Et vous êtes déjà pilote? Vous savez piloter? Non, j'ai commencé à prendre des cours, mais je ne sais pas piloter pour l'instant. Mhm. Je suppose que ça prend du temps et ça prend de l'argent aussi, hein. C'est pas pour tout le monde. Exactement, c'est là qu'on se rend compte que c'est un investissement et que, effectivement, tout ce qui est demandé n'est pas forcément accessible. Mais bon, au moins, j'ai le côté scientifique et les expériences demandées. Mais c'est vrai que avoir sa licence de pilote et aussi, dans le meilleur des cas, avoir sa licence de plongée, c'est vrai que c'est assez coûteux en termes d'argent et de temps. Mhm. Il y a dans votre livre une partie qui m'a plu spécialement. Je trouve que c'est une époque historique vraiment passionnante. C'est la course pour la conquête spatiale. Oui, c'est extrêmement intéressant parce que bon, ben, on voit donc les 2 blocs soviétiques et États-Unis qui se battent sur tous les terrains, parce qu'il n'y a pas que le terrain du spatial, il y a aussi le terrain, par exemple, de l'art, et de voir comment ça s'est passé aux États-Unis, surtout où pendant, quand ils préparaient les missions Apollo avec les missions Mercury, etc., en parallèle, on avait la ségrégation en fait, qui était en cours aux États-Unis. Et en fait, de voir tout ça se mélanger, de voir après les missions Apollo que c'est presque un demi-million de personnes à qui on a fait appel, ça coûtait des centaines de millions de dollars, et de voir que plus ou moins une fois qu'ils y sont arrivés, et ben en fait tout a été arrêté. Ça montre bien en fait à quel point c'était le côté politique en fait qui était derrière les missions Apollo. Parce que là, depuis 72, personne n'est allé sur la Lune. Mhm. Oui, parfois on voit dans le livre qu'ils ont été très pressés, peut-être un peu trop pressés, parce qu'en fait, c'est un grand investissement et il y a aussi des vies humaines qui sont en danger. Ils étaient très pressés, mais après, c'est parce que bah, en fait, il y avait le camp soviétique, il faut le dire, hein, qui a gagné pas mal de batailles dans le spatial, Oui. le premier homme, la première femme, etc. Donc forcément, bah, ils ne pouvaient en fait qu'aller vite, 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 quoi. Et c'est vrai que malheureusement, bah, ça a coûté la vie à certains astronautes. Mhm. Vous parlez de Laïka aussi. Je savais qu'elle était allée dans l'espace, mais je ne connaissais pas pourquoi est-ce qu'elle est morte avant que prévu. Oui, c'est vrai qu'en fait, je voulais en parler parce que dans le cas de Laika, ce qui est terrible, c'est qu'on a connu la vraie histoire seulement dans les années 2000, en fait. C'est seulement dans les années 2000 que Roscosmos, l'agence spatiale russe, a reconnu qu'en fait, effectivement, elle était morte avant et dans quelles conditions, et aussi en fait qu'ils avaient prévu de l'empoisonner à un certain moment. Et je trouvais que c'était intéressant pour les gens aussi de comprendre aussi cet aspect de la conquête spatiale. Mhm. Vous parlez à la fin du livre d'un moment qui a été important pour vous. Vous étiez aussi jeune, vous êtes arrivé à la maison, vous avez posé le sac n'importe où, vous avez couru devant la télévision. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Alors, parce que c'était Claudine Nuret qui se préparait à partir dans l'espace. Et c'est vrai que, à l'époque, je ne savais pas forcément, mais en fait, c'était une Française qui partait dans l'espace. Tandis qu'avant, j'entendais des femmes qui parlaient anglais, que je ne comprenais pas à l'époque, qui allaient dans l'espace. Et là, de me dire que non, c'est quelqu'un de France qui part dans l'espace, en plus, c'est une femme, bah forcément, je voulais absolument voir en fait ce que ça allait donner, comment elle était, comment elle parlait, les études qu'elle a pu faire, tout quoi. Mhm. Je suppose que c'était un peu avoir l'impression qu'un rêve qui pourrait paraître inaccessible, tout d'un coup, il venait un peu plus près d'où vous étiez, non? Exactement, exactement. C'est parce qu'en fait, comme je retrouvais des points communs, je me disais que bah, en fait, c'est réalisable, c'est faisable. Mhm. Je pensais à vous, je me disais que vous êtes très jeune, mais il y a des jeunes filles encore plus jeunes, et je pensais que vraiment vous êtes une référence pour elles, pour ces nouvelles générations. Alors, bah, en fait, moi, je me dis que je ne suis pas forcément une référence parce que je ne suis pas arrivée là où je veux être. Donc, j'essaye,
Mais Ben, écoutez, c'est pas mal tout ce que vous avez fait, hein. oui, je sais, mais c'est vrai que moi, vraiment, enfin, l'objectif principal, c'est être astronaute, aller dans l'espace. Voilà. Et là, peut-être que je pourrais me reposer un peu et me dire, c'est bon. Vous avez créé, je ne sais pas si c'est exactement une association, ça s'appelle Éphéméride, et vous essayez de porter l'espace, pour ainsi dire, dans des parties de la France où les enfants, où les jeunes n'ont pas la possibilité d'avoir ces connaissances, parce que vous croyez que c'est un peu comme d'apporter un rêve, non, pour eux ou pas? C'est, en fait, tu rapporter quelque chose qu'ils pensaient inaccessible pour eux. Parce que Mhm, faire une activité d'astronomie, c'est pas forcément donné à tous, c'est pas forcément partout en France. Et je m'étais dit que, bah, en tout cas, enfin, là, je parle de la région parisienne, c'est aller là où on la trouve très peu et juste, en fait, démystifier, en fait, un peu ce que c'est. Parce que c'est une science qui peut paraître élitiste, réservée à une partie de la population, alors qu'en fait, non, on peut la rendre plus ou moins accessible. Il faut juste qu'on aille à la rencontre de ces gens-là. mhm. Ce n'est pas votre seul projet. C'est pour ça que je disais que vous êtes très jeune, vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez commencé un projet qui est devenu, je crois, une start-up et vous travaillez sur le sujet de l'eau au Mali pour éviter son gaspillage, c'est ça? Exactement, éviter son gaspillage et aussi, en fait, bien qu'au Mali, par exemple, 80% de la population travaille dans le secteur agricole, la plupart sont en état de pauvreté et ils ne sont même pas en état d'autosuffisance alimentaire. Et du coup, c'était mettre à disposition un système d'irrigation intelligent qui leur permettrait donc, enfin, d'avoir un meilleur rendement tout en respectant en fait les ressources naturelles disponibles. Mhm. Est-ce que vous pensez que ce projet pourra aller dans plusieurs pays en Afrique? Oui, c'est l'objectif. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'abord le Mali, puis la région ouest africaine en priorité. Mhm. Euh, Quand je lisais votre livre, je pensais que vous m'avez donné des réponses à des questions que j'avais, mais aussi vous m'avez expliqué des choses que je ne connaissais pas et que je ne savais pas qui étaient tellement intéressantes. Je suppose que c'était aussi un défi de publier un livre sur la Lune qui, en principe, c'est vrai, on est tous fascinés par la Lune, mais on n'a peut-être pas cette curiosité. Avec votre livre, j'ai découvert qu'il y avait une curiosité que je ne savais pas que j'avais. Oui, en fait, je pense que c'est parce qu'on est tellement la tête dans notre vie quotidienne, les choses à gérer, les factures, le travail, etc., que on perd un peu l'habitude de regarder le ciel. Et ça, je me disais que le livre, ce serait un arrêt où on pourrait prendre le temps d'en apprendre plus sur la Lune et peut-être de se reconnecter en fait avec l'environnement extérieur et surtout de plus lever la tête que de la baisser. Mhm. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir tout raconté sur la Lune? Clairement que non. Là, il faudrait que j'écrive des tomes pour vraiment enfin, raconter énormément de choses sur la Lune. C'est vraiment... Non, enfin, le livre, c'est infime par rapport à ce qu'on peut raconter sur la Lune. Mhm. Elle reste mystérieuse, vous le dites aussi. Elle reste toujours mystérieuse. Encore une fois, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre la concernant. Et qu'est-ce que vous vous demandez, vous, sur la Lune? Qu'est-ce que vous voudriez savoir qu'on ne peut pas répondre encore? Voilà. Peut-être que j'aimerais comprendre, parce qu'on sait que c'est une collision qui a mené à sa naissance, mais en fait, dans cette collision, il y a des éléments dans les roches qui sont là. On ne sait pas forcément comment et pourquoi enfin, pourquoi ils sont là en fait. Et ça, j'aimerais beaucoup l'apprendre, mais après, c'est vrai que pour la Lune, ce que j'aimerais, c'est vraiment être dessus et de pouvoir observer la Terre. Ça doit être beau, hein? Ça doit être super beau, ouais. Ouais. Bah, j'espère vous le raconter d'ici quelques années. J'espère vous rencontrer à nouveau pour que vous me racontiez votre expérience. Avec plaisir. Merci beaucoup, Fatoumata. J'ai vraiment le désir de vous voir sur la Lune.
Sachez que si ça se passe, je ferai comme vous quand vous étiez jeune et j'arriverai avec mon sac, je vais le poser n'importe où pour voir votre arrivée. J'espère qu'elle ne va pas être questionnée parce que dans votre livre, vous parlez aussi de ces fausses idées qu'en fait, on n'est pas allé sur la Lune. C'est incroyable encore. C'est incroyable encore, mais ça montre, en tout cas pour moi, qu'on ne donne pas à la science la place qu'elle devrait occuper en fait à la télé. On a plus du divertissement, mais on n'a pas forcément assez d'émissions scientifiques pour pouvoir permettre aux gens de comprendre facilement et aussi de savoir directement que cette théorie, elle est fausse. Et pourquoi? Pourquoi parce que j'ai l'impression qu'on a un peu peur de la science parfois. Pourquoi? Peut-être parce qu'on ne l'a pas... Je pense que c'est parce qu'il y a un espace vide qui a été laissé à de mauvaises personnes, si je peux me permettre. Et vraiment aussi, je pense que c'est parce il faudrait, on va dire, qu'il y ait plus de scientifiques qui viennent sur la place publique pour expliquer en fait plein de choses et même ce qu'on pense être la base de la base, pourquoi on voit toujours la même face de la Lune, des choses comme ça. Vraiment que la population ait une bonne culture générale dans les sciences en général, enfin, dans les sciences astronomie, biologie, etc. Hmm. Oui, ça nous manque, ça manque beaucoup et vous en parlez aussi dans votre livre. Est-ce que ça a été difficile d'en parler dans un langage qu'on peut tous comprendre? C'est vrai qu'il y a certains thèmes, pour moi, c'était difficile de les rendre accessibles. Mais je me dis que, selon moi, ça fait partie de la mission d'un scientifique. Il y a le travail de recherche scientifique, mais aussi le travail de rendre accessible ce qu'on apprend, de vraiment retirer la complexité pour qu'au moins les autres personnes qui ne sont pas spécialistes puissent aisément comprendre ce que l'on fait. Oui, surtout parce que j'ai l'impression que quand on commence, c'est-à-dire après votre livre, on a plus de questions. Alors, il y aura des gens qui vont aller explorer un peu plus loin et je suppose que le niveau augmente aussi. Et voilà, exactement. Et c'est ça, en fait, qui fait plaisir. C'est au moins que les gens vont se questionner, mais comment ils auront des bases plus ou moins solides pour pouvoir avancer sereinement. Mhm. Est-ce que vous avez du feedback de lecteurs? Oui, j'ai eu des feedbacks. Et c'est vrai que les gens étaient surtout contents d'avoir des petites bribes de culture générale par rapport à la Lune, de comprendre exactement comment une éclipse fonctionne, euh, les périodes entre éclipses, aussi pourquoi c'est la même phase de la Lune, aussi d'en savoir plus sur les missions Apollo, comment ça s'est passé en interne. Non, parce que c'est vrai que je disais qu'on a parfois un peu peur de la science, mais c'est vrai que l'espace nous fascine, les astronautes. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça me fait aussi, certains ne connaissaient pas forcément qui étaient les astronautes qu'on a actuellement en fait. Enfin, en France, ça va, quasiment tout le monde connaît plus ou moins Thomas Pesquet, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mhm, Et de connaître les autres qui ne sont pas français, là par contre c'était un peu problématique. Mais bon. mhm. Et des femmes, on n'en connaît pas de femmes astronautes. Alors là, actuellement, il y a Samantha Cristoforetti, qui est d'origine italienne, et il faut savoir que c'est seulement la seconde femme européenne astronaute. La seconde seulement. Seconde seulement. Waouh. Ouais. Prenez vite votre licence de pilote. On vous attend. Le monde vous attend. Et la Lune vous attend surtout. Bah, j'espère. Merci beaucoup, Fatoumata. Félicitations et à la prochaine. J'espère que ce sera au retour de la Lune. Ce serait magnifique. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.